Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne première journée de DevFest qui va bientôt s'achever. Avant toute chose, j'ai une information à vous donner. À partir de 18h30, les portes principales de la cité sont fermées et il faudra sortir du côté des portes à côté de la salle Jules Verne. Mais avant de pouvoir profiter de l'after party, on vous accueille pour un dernier talk où nous allons parler performance. Lazy Hydrate, Never Hydrate, Resumable.js, les astuces des frameworks de server-side rendering pour fluidifier les interactions. Merci d'accueillir Martin Guillet. Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce dernier talk et j'espère que vous êtes tous encore avec un petit peu d'attention. Je voulais vous demander avant de commencer, parce qu'il y avait un talk de Mathéus sur les islands, l'hydratation et resumability, pour savoir s'il y en avait parmi vous qui étaient allés à ce talk, juste pour voir que j'adapte un peu le contenu. Ok, donc peu nombreux plutôt, donc on va reprendre avec ce qui était prévu. Je me présente en 2 mots. Je m'appelle Martin Guillet, donc je travaille à Théodo, donc un bureau à Paris, à Nantes et à Lyon. Et je travaille du coup beaucoup sur tous les sujets de web performance, d'où la présence aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par web performance? Une petite définition rapide, donc c'est d'avoir un retour visuel qui soit stable, des marqueurs de confiance pour se dire qu'on peut interagir avec le site et que c'est bien ce qu'on cherche. Et ensuite une interaction donc fluide pour que dès qu'on clique, il se passe l'action qu'on s'attend et qu'on ait des retours visuels là-dessus. Je vais me focus dans ce talk sur la partie interaction, donc interactivité. Pour cela, on a plusieurs métriques qui sont succédées, qui sont toutes un peu imparfaites, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc on peut citer le time to interactive, first input delay, le total working time ou interaction to next byte, qui est la dernière métrique poussée par Google sur le sujet. Donc moi, je vais m'intéresser au total working time, qui a certains avantages par rapport aux autres. Donc comme je vous disais, les interactions dans le contexte aussi de server-side rendering. Je vais commencer par vous redéfinir rapidement ces 2 termes-là, voir pourquoi les frameworks actuels ils ont un total booking time qui est élevé, vous faire des retours d'expérience sur un client français du CAC 40 sur lequel on avait travaillé sur la performance et donc quelles optimisations est-ce qu'on a pu mettre en place pour lui, et enfin regarder un petit peu les optimisations restantes des frameworks, donc c'est là qu'on pourra parler resumability, Island, comme dans le talk précédent. Alors, définition rapide, le total blocking time, c'est donc la somme des durées supérieures à 50 millisecondes des tâches JavaScript. Je vais reprendre 3 exemples pour définir ça. Donc, par exemple, si on a une tâche longue de 300 millisecondes, à partir des les 250 millisecondes après ces 50 premières sont considérées comme du temps qui est bloquant, où le moteur de rendu JavaScript ne va pas pouvoir traiter les interactions utilisateurs. Si on a donc 300 millisecondes toujours d'exécution de JavaScript, mais en 3 blocs de 100, on va avoir donc 3 fois 50 égale 150 de total login time. Et si on a 10 blocs de 30, du coup on est en dessous des 50 millisecondes qui est la limite qui est fixée, donc pas de total login time dans ce cas-là. Pourquoi est-ce que c'est important pour notre interaction? Parce que donc, si on clique en tant qu'utilisateur juste après le lancement de la première tâche, dans le premier cas, si on a cette tâche qui est assez longue, on va attendre et continuer à attendre, et au bout de 250 millisecondes plus tard, on va avoir enfin notre retour visuel et notre action qui va être effectuée. Donc ça y est, on est content. Dans le deuxième cas, on va commencer à sentir que, en fait, ah tiens, ça arrive pas tout de suite, et puis le résultat va arriver, donc ce sera un peu mieux, mais c'est déjà un peu gênant. Et dans le tout dernier, notre interaction elle est prise moins de 30 millisecondes après qu'on ait fait l'action. Donc c'est pour ça que le seuil en général qu'on considère c'est 200 millisecondes pour pas avoir cette impression de ressentir des lenteurs, ce qui est un seuil qui est assez bas. Dernière définition sur le service rendering. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est donc pré-rendre côté serveur les composants, avoir du HTML qui soit pré-généré, envoyé au client, et ensuite au niveau du client on a cette intégrité qui va devoir être ajoutée. Donc en opposition au client-side rendering, on envoie un HTML vide, coquille, et le rendu est fait au niveau du front-end et donc avec l'interactivité directe ensuite qui est permise. Pourquoi est-ce qu'actuellement, avec les frameworks front, on a des total block time qui sont importants? Déjà, donc pour reprendre ce qu'on disait sur les seuils qui sont difficiles à respecter, si on regarde un petit peu des sites de e-commerce, principalement français mais pas que, on voit que leurs total block time sont quand même assez élevés. Les cas où où ils sont OK par rapport au seuil fixé par Lighthouse et Google, c'est quand il n'y a pas de JS qui est utilisé, pas de framework et où il y a vraiment beaucoup d'optimisation. On voit que tous les autres avec du Next, du Nuxt,
du Angular ou du Vue avec du custom, on a beaucoup quand même ce TotalWork qui revient. Dans le cas de rendu, donc côté client, ce qui explique ce TotalWork, c'est qu'en fait on a tout qui est fait au niveau du navigateur. Donc on a le téléchargement à faire, donc le parsing et l'exécution du fichier app, de tous les fichiers un peu vendor, donc cette exécution pour rendre le code, le virtual DOM et rendre les composants. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses qui sont faites côté client. Et dans le cas des frameworks de SSR, on va avoir notre HTML qui est pré-rendu, donc ce qui est très bien, mais on va avoir cette phase d'hydratation qu'on va devoir faire pour rendre la page interactive. Donc on va, pour faire cette hydratation, devoir récupérer à nouveau le JS de l'application, le JS des composants, l'exécuter pour redéfinir le virtual DOM et attacher donc tous les listeners sur les composants pour que quand il y a une interaction, on sache quoi faire au niveau du navigateur. Donc c'est ça qui explique la durée. Donc un tweet sur le sujet, chaque fois qu'on entend parler d'hydratation, c'est en fait le code exécuté 2 fois, une fois sur le serveur, une fois sur le client, ce qui du coup n'est pas optimal et rajoute ses lenteurs. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser ces éléments pour réduire du coup notre temps bloquant et fait d'avoir de l'interaction? Donc si on reprend un petit peu le cas de notre client, qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui ralentissait? Donc l'état des lieux un petit peu initial, c'est qu'il y avait beaucoup de sprites SVG qui étaient chargés dès l'initialisation de la page, un state applicatif qui était très lourd, avec plein de données qui étaient sérialisées, avec des données dupliquées aussi au niveau du state, donc qui rajoutait aussi de la lourdeur et, au niveau du network. On avait beaucoup de code JavaScript de vendor, donc tiers partie, qui était chargé mais qui n'était pas utilisé. Et donc la réhydratation dont on a parlé, qui était complète et bloquante sur chacune des pages. Pour l'état des lieux initial, donc on avait 1,5 secondes de walking time sur tout ce qui est code propre à l'application et 1,5 seconde sur tout ce qui était code des third parties. Donc pour à peu près 20, ça faisait 75 millisecondes par acteur. Donc ça c'est un autre aspect d'optimisation à considérer, de parler avec ses partenaires. C'est pas celui sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, puisque c'est un peu moins actionnable vu qu'on n'a pas la main sur cette partie code que sur notre code propre. Quels sont les conseils qu'on a pour optimiser ce temps bloquant? Donc, il y a des recommandations plutôt génériques, en général des outils, donc, par exemple Lighthouse. Une première, c'est de limiter la taille du DOM, parce que tout ce qui va être exécuté avec le JavaScript, plus il y a d'éléments dans la page, plus le DOM est gros, plus ça va être coûteux. Donc pour maintenir le DOM virtuel, pour exécuter, faire le rendu au bon endroit. Donc limiter la taille du DOM peut aider et alléger le travail du JavaScript. Les seuils recommandés par exemple pour Lighthouse, c'est d'avoir moins de 1402, ce qui peut paraître gros comme ça, mais ça se dépasse assez vite comme seuil si on ne fait pas attention à cet élément-là. Le deuxième conseil, c'est au niveau de tout ce qui est JavaScript. Donc vraiment réussir à l'optimiser. Donc comment? En ayant des fichiers plus légers, donc en tri-checkant ou en splittant le code pour avoir uniquement ce qui est nécessaire. Ça va un petit peu avec la deuxième recommandation, donc de le charger aussi au bon moment. Donc c'est-à-dire de ne pas avoir un gros package de JavaScript avec plein de choses qui est dedans mais qui n'est pas utilisé par le navigateur avant que qu'il clique, qu'il change de page sur son routeur ou des choses comme ça. Et enfin, une dernière chose qu'on peut regarder aussi, c'est que le code ne soit pas bloquant. Donc ce qu'on voyait tout à l'heure au début avec des découpages de tâches, si on rend la main plus rapidement aux frais de JavaScript, du coup on va pouvoir avoir nos interactions qui vont se glisser là et qui vont pouvoir être exécutées et prises en compte plus rapidement. Comment concrètement est-ce qu'on peut... La stratégie aussi qu'on a pour les frameworks front, c'est généralement sur des pages, on va avoir des éléments et des blocs qui vont devoir être rendus, enfin qui ne vont pas avoir les mêmes contraintes pour être rendus. Donc par exemple un header qu'on va vouloir avoir assez vite sur la page, parce qu'il y a tous les éléments visuels qui vont être affichés à cet endroit-là. On peut avoir par exemple un carrousel qui lui du coup va être très lourd mais qui est en fait en dessous de la ligne de flottaison, donc on verra pas tout de suite, donc on n'a pas forcément envie de rendre ça interactif directement ou de charger toutes les propriétés. Du contenu qui est statique aussi, puisqu'il y en a où on va pouvoir interagir avec, il n'y a pas de clic ou de lien possible dessus. Et donc sur ces éléments-là, on aurait envie de faire des choses différemment par rapport au JavaScript. C'est-à-dire soit définir à quel moment est-ce qu'on va vouloir le charger. Par exemple, le carrousel, on pourrait même ne pas l'afficher du tout et se dire quand je vais commencer à scroller, je vais télécharger mon JavaScript, je vais commencer à rendre mon carrousel et le mettre dans ma page. L'hydrater aussi différemment, donc le header se dire
Je veux que quand je clique, je puisse quand même aller sur mes liens et que j'ai une navigation qui soit fluide sans repasser par le serveur. Mais du coup, j'en ai besoin qu'au moment où on clique dessus, sans que ce soit bloquant pour d'autres interactions de l'utilisateur. Ou enfin se dire, comme on disait sur les contenus statiques, ne jamais les rendre uniquement côté serveur, mais on n'a pas besoin de les hydrater en côté front. Sur du coup ce client-là, on a utilisé donc Vue Lazy Hydration comme librairie qui permet de rajouter ces comportements-là et donc de définir, on le voit dans la partie code. Donc on avait un Lazy Hydrate when idle, when visible, never qui permettent de définir du coup ces comportements d'hydratation. La stratégie dont je vais parler ensuite, c'est ce que je disais sur le découpage des tâches. Donc c'est de rendre la main plus rapidement au serveur, donc avec Build2Make. Donc là on a l'exemple d'une fonction JavaScript qui sauvegarde des settings, donc qui fait plusieurs choses. Donc valider un formulaire, mettre un spinner, sauvegarder la database, mettre à jour l'UI, envoyer des analytics. Donc on a 5 actions qui sont un peu indépendantes. Naturellement, si on ne change rien, mais en fait, on voit donc la tâche elle est très longue et il y a toutes ces sous-tâches qui se font à la suite sans rendre la main s'il y a une interaction. Une stratégie possible, c'est de la découper manuellement, cette tâche, avec donc des timeouts qui vont du coup naturellement rendre la main au frais de JavaScript, et de remplacer notre fonction par séparer chacun des blocs de cette action pour rendre la main. Donc s'il n'y a pas d'action utilisateur, il la continue direct après. S'il y a une action utilisateur, elle va être prise en compte avant qu'il puisse faire la suite des actions. Finalement, qu'est-ce que ça a donné, toutes ces améliorations qui ont été mises en place? Donc d'abord, on a réduit le DOM comme c'était conseillé, donc en remplaçant tous les sprites SVG par des images qui étaient lazy loadées. Donc ça, on a aussi réussi à réduire le poids des SVG de 35% en utilisant des optimisations SVGOM. Donc à regarder aussi sur les projets, des fois ça peut aider à réduire cette taille de DOM. Donc ça supprime les nœuds qui sont inutiles, fait le même rendu visuel, mais avec une lourdeur, de manière plus légère. On a pu code splitter et supprimer des libs qui n'étaient pas utilisés, donc à peu près 38%. Donc ça, c'est les premières choses à faire quand on cherche à optimiser sur la performance, regarder s'il n'y a pas des choses évidentes et des excès, des choses qui sont embarquées naturellement, mais sans qu'elles apportent de valeur. Et réduire le coût d'exécution JS, donc en hydratant de manière lazy tous les composants, le faire de manière yield pour pouvoir rendre la main aussi, et n'hydratant pas les composants qui sont HTML purs. Et donc toutes ces améliorations, elles nous ont permis d'avoir un gain de 30%. Donc sur le total working time des first party, donc on voit que on reste quand même à 680 millisecondes versus le 173, donc 300 millisecondes de mieux, mais il y a encore des choses à faire, notamment sur les first party, et on est encore loin des seuils. Donc avec tout ça, avec les frameworks actuels et même ces optimisations, on peut dire un peu plus manuelles, on voit qu'on est encore sur des résultats qui sont pas satisfaisant à 100%. Donc, on va reparler un petit peu aussi des nouveautés qu'apportent les frameworks pour l'innovation et améliorer ce métrique-là et ses performances. Je vais prendre les exemples de ces frameworks JS. Donc, il y en a plusieurs, énormément. Mathéus en donnait encore plus que cela, mais donc Remix, Next, Astro, NuxQuick ou Svelte. Et on va essayer de regarder un petit peu les stratégies qu'ils adoptent pour réduire cette phase-là et donc contrer un petit peu ces biais de l'hydratation. La première stratégie qu'on a déjà commencé à voir, c'est choisir pour chaque composant à quel moment est-ce qu'on veut le rendre interactif. Donc là, on a vu l'utilisation avec Vue d'une librairie, mais l'idée c'est que ces API-là pour définir quand hydrater ou ne pas hydrater, qu'elles soient natives dans les frameworks, ce qui aide aussi à réduire encore une fois le nombre de librairies qu'on a dans les projets et que ce soit plus stable dans la durée et que ce soit quelque chose qui soit vraiment qui évolue avec la librairie. Donc là, on prend l'exemple de Astro, qui permet de fournir le choix avec à quel moment est-ce qu'on va vouloir rendre interactif notre header, donc au moment au load, notre image carousel plutôt quand c'est visible. Et il y a plein d'autres API sur quand on interagit avec, des événements custom de clic, etc. Une deuxième stratégie, ce serait de se dire, est-ce qu'on ne peut pas réussir à rendre la page interactive sans avoir à télécharger le code? Parce que là, on a vu qu'on devait faire donc, cette hydratation qui nécessitait à nouveau le code. Donc, comment faire autrement? Donc là, je vais vous parler de Quick, et c'est ce qui est un petit peu dans la resumability. Ce qu'ils font, c'est qu'ils configurent un event listener qui est global au chargement de la page, donc qui est unique et qui va gérer toutes les interactions avec la page. Donc, il va avoir besoin uniquement de ce code de runtime de Quick à télécharger, register cet event listener commun, et ensuite, toutes les interactions, elles pourront être traitées.
Donc on a une interactivité beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce qui se passe ensuite une fois qu'il y a l'action de l'utilisateur? Donc cet event listener va aller regarder dans le HTML quel est le lien, quel est le code qu'il faut télécharger et exécuter pour traiter l'interaction, le télécharger, l'exécuter, et notre action est enfin finalisée et réalisée pour l'utilisateur. J'ai remis un petit peu la comparaison avec l'hydratation, où du coup, comme on disait, on avait le téléchargement de code, l'exécution des templates, attacher tous les event listeners, et donc ensuite, dès qu'on cliquait, le code était là, mais il y a toute cette phase avant qui est lourde et qui prend du temps pour la frais de JavaScript. La troisième stratégie qui commence à être mise en place, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas aussi limiter la quantité de code qu'il faut télécharger, exécuter pour pouvoir réaliser une interaction. Là-dessus, ce qui va être fait donc aussi par Quick, c'est d'avoir une gestion plus fine des composants à re-rendre. Donc, notamment, les dépendances qu'on a actuellement, c'est qu'il faut souvent tout l'arbre de dépendance, donc avec les parents, tous les enfants, tous les nœuds qui vont en dessous, pour pouvoir savoir ce qui se passe en fait dans cette branche, avoir le rendu, comparer, savoir quels sont les événements qui vont pouvoir être traités. Et donc Quick change un petit peu ce modèle-là en se disant, je vais sérialiser déjà les frontières entre mes composants. Donc je vais mettre les exemples juste en dessous. Donc si on a le contexte d'un parent avec un élément enfant qui du coup a une propriété texte qui vient, on va dire, du state du parent, ce qu'ils vont faire, c'est que dans le HTML, ils vont pouvoir regarder quelles sont les frontières pour pouvoir se dire si j'interagis avec cet élément-là qui est responsable de gérer le rendu. Et ils vont garder aussi les relations. Donc se dire si texte change, il faut que je re-rende mon composant enfant. Donc ça va leur permettre au moment où il va y avoir l'interaction, de se dire ok, qu'est-ce que j'ai vraiment à re-rendre, quel composant est-ce que j'ai besoin d'appeler, je télécharge son code et je fais la mise à jour avec, sans avoir besoin de passer par tout le component tree de React et tout le virtual DOM qui est nécessaire du coup pour faire une mise à jour sans ça. Enfin, on va avoir une dernière stratégie, c'est d'ajouter le JavaScript pour améliorer l'expérience, mais de manière progressive. Donc c'est ce que fait par exemple Remix. Donc, par défaut, au début, il se base sur tout ce qui est API ou choses existantes déjà dans les fondations web HTML natif avant qu'il y ait beaucoup de JavaScript. Donc par exemple sur la lecture des données, il y a tout qui est déjà dans HTML, plutôt que de devoir en faire des fetch et des re-render comme on pourrait le faire sur des single page app. Sur la partie navigation, du coup ça se fait déjà avec les balises A, et puis il y a déjà des loaders au niveau du navigateur pour indiquer, avoir un retour visuel sur il y a une navigation qui est en cours. Donc par opposition à des navigations plus single page app où on voit rien Enfin, tout le template est gardé et il n'y a que les parties à changer qui sont modifiées, sans repasser par un rendu entier de ce qui vient du HTML et du serveur. Et enfin, sur la partie écriture de données, il y a déjà des API de formes de WebFetch API qui existent, sur lesquels ils peuvent déjà envoyer de la donnée et faire des appels si besoin, plutôt que d'avoir un client entièrement en JS pour faire la manipulation API. Et donc ce que va faire Remix, c'est que ils vont commencer par avoir un interactif qui est un peu dégradé entre guillemets, où il y a HTML, form et tous ces composants qui lui permettent déjà de réaliser les actions voulues par l'utilisateur. Ensuite, dans un deuxième temps, donc non bloquant, il va télécharger du JavaScript en plus pour améliorer l'expérience. Donc par exemple, pouvoir, quand il y a un appel qui est fait pour sauvegarder de la donnée, rajouter un loader et faire du design un peu plus joli comme ce à quoi on a l'habitude, plutôt qu'uniquement le loader du navigateur. Et donc pendant cette première phase-là, en fait, l'utilisateur peut déjà interagir avec la page. Il peut déjà changer de page s'il veut, cliquer sur les liens, il peut déjà soumettre son formulaire si il a déjà rempli les données. Et en revanche, s'il interagit après que le JS soit téléchargé, il aura une expérience qui sera améliorée. Donc c'est Progressive Applications qui est prôné par Remix. À noter que sur la plupart des frameworks, c'est déjà fait sur la partie navigation, mais c'est pas fait pour l'écriture de données. Donc c'est des choses qui sont aussi un peu existantes sur les autres. Voilà pour les améliorations. Donc quoi retenir de ces deux parties-là? Donc déjà, première chose, c'est qu'apporter les améliorations, c'est que la moitié du chemin. Souvent, c'est fragile et sujet à régression. Donc par exemple, ce qu'on voyait avec la stratégie de découpage de JavaScript de yield to main, s'il y a un nouveau développeur qui arrive dans l'équipe qui ne connaît pas cette stratégie-là, qui ne sait pas forcément comment la faire évoluer, ça peut
vite être recassé et retomber sur des performances moins bonnes. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une culture de la performance, de vraiment la mesurer dans le temps avec des outils de monitoring de performance. Et également, un dernier point qu'on a vu, c'est aussi de remettre un peu au centre des réflexions les fondamentaux du web. Donc qu'est-ce qui est rendu côté front, côté back, c'est quoi les API qui sont natives, quelle est la lourdeur du JavaScript qu'on rajoute à ces applications. Et le deuxième point, c'est que en fait, le sujet de la performance et côté server-side rendering, c'est en pleine révolution. Ça bouge très vite, donc il y a les React Server Components dont j'ai pas parlé là aussi. Il y a beaucoup de débats en cours dans la communauté sur quel modèle est le meilleur entre Quick Learnability, les Server Components, et énormément, comme vous voyez, de frameworks qui font cela. Donc beaucoup d'innovations, de discussions en cours pour améliorer la performance. Donc c'est toujours intéressant de faire de la veille et de suivre un petit peu comment ça avance, et puis de tester de nouvelles choses sur ces projets ou d'une nouvelle techno quand on en a l'occasion. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai remis le QR code vers le Open Feedback, mais du coup vous pouvez le faire aussi directement sur le site de Nantes. Et je pense qu'on n'aura pas le temps pour des questions. Merci.